moi? Ok. Alors, bonsoir. Vous êtes nombreux, merci d'être là. Et je suis en fait en deuxième position, la personne la plus importante, c'est à côté de moi. Mais moi, je suis présentée comme historienne, c'est peut-être un peu prétentieux. Effectivement, j'ai travaillé, je fais de la recherche en histoire. J'ai également été enseignante à la fois à l'université, mais aussi dans le secondaire. Je ne suis pas une spécialiste de la Syrie ou du Liban, mais ma spécialité, c'est plutôt sur l'histoire médiévale du monde arabo-musulman. Donc, j'ai publié quelques articles et j'ai participé à des recherches en grande partie sur l'Égypte, mais aussi sur le Moyen-Orient dans son ensemble. Donc aujourd'hui, je suis là pour essayer de donner quelques points de repère sur l'histoire qui concerne les poètes que nous allons voir avec Claudine. J'ai oublié de me dire mon nom, Sofia Björnesjö. Alors, ce n'est pas un nom arabe, c'est un nom scandinave parce que je suis d'origine suédoise, mais nobody's perfect. Voilà. Oui, moi c'est Claudine Mussavir. J'écris de la poésie, 2 de mes recueils ont été publiés. J'ai surtout à cœur de porter la voix de la poésie pour en faire entendre le plus possible, parce que je trouve qu'elle est malheureusement un peu trop laissée de côté et un peu trop méconnue, et que c'est grand dommage. Et sinon, je suis né en Égypte et je suis d'origine un peu libanaise. Avant de commencer, je vous remercie d'éteindre vos téléphones portables. Pour commencer, je vais vous lire un poème très connu de Khalil Gibran qui s'intitule « Donne-moi le naï et chante », à la suite duquel nous écouterons la chanson de Férouz, la grande diva de la chanson arabe moderne, sur ce texte de Khalil Gibran. Donne-moi le naï et chante, le chant est le secret de l'éternité. Et les lamentos du naï vivront bien au-delà de la fin de l'existence. As-tu, comme moi, abandonné la vie des palais pour préférer celle de la forêt, suivant ainsi les rivières et gravissant les rochers? T'es-tu baigné dans les parfums de la nature? T'es-tu essuyé avec la lumière du jour et t'es-tu enivré de l'aurore dans des coupes d'éther? T'es-tu, comme moi, assis au crépuscule parmi les ceps de vigne et les grappes qui pendent comme des lustres en or? T'es-tu couché sur l'herbe la nuit et t'es-tu recouvert de cieux, renonçant à l'avenir et oublieux du passé? Le silence de la nuit est une mer dont les vagues déferlent dans ton ouïe, et au sein de la nuit, il est un cœur qui palpite dans ton lit. Donne-moi le naï et chante, oublie le mal et le remède, car l'homme n'est qu'écriture tracée à l'encre transparente. Excusez-moi pour quelques... C'est éteint. Et c'était éteint. Alors, ça devrait aller maintenant. Elle a changé Férouz. Petit incident technique. Indépendant de notre volonté. J'espère pouvoir rectifier rapidement.
Et un adolescent dit, « Parlez-nous de l'amitié. » Et il répondit disant, « Votre ami est la réponse à vos besoins. Il est votre champ que vous ensemencez avec amour et moissonnez avec reconnaissance. Et il est votre table et votre foyer, car vous venez à lui avec votre faim et vous le recherchez pour la paix. Lorsque votre ami révèle sa pensée, ne craignez pas le non de votre propre esprit, ni ne refusez le oui. Et lorsqu'il est silencieux, votre cœur ne cesse d'écouter son cœur. Car en amitié, toute pensée, tout désir, toutes attentes naissent sans parole et se partagent dans une joie muette. Lorsque vous vous séparez de votre ami, ne vous affligez pas, car ce que vous aimez le plus en lui peut être encore plus clair en son absence. De même que pour l'ascensionniste, la montagne est plus nette vue de la plaine. Et qu'il n'y ait pas de but dans l'amitié, sinon l'approfondissement de l'esprit. Car l'amour qui cherche autre chose que la révélation de son propre mystère n'est pas de l'amour, mais un filet jeté, et seul l'inutile est pris. Et que le meilleur de vous-même soit pour votre ami. S'il doit connaître le reflux de votre marée, qu'il en connaisse aussi le flux. Car à quoi bon votre ami si vous le recherchez afin de tuer le temps? Cherchez-le toujours pour les heures vivantes, car il lui appartient de combler votre besoin, mais non votre vide. Et dans la douceur de votre amitié, qu'il y ait le rire et le partage des plaisirs. Car, dans la rosée des petites choses, le cœur trouve son matin et sa fraîcheur. Si vous tissez autour de mes jours des soupçons et que vous tramez autour de mes nuits des blâmes, vous ne pourrez abattre la forteresse de ma patience et vous ne saurez bannir de mes coupes le vin. Il est dans ma vie une demeure pour le silence et dans mon cœur un temple pour la paix. Et celui qui s'est nourri de cruels revers ne craint point de goûter aux rêveries. Romanos, un poète grec. C'était un poète. Il voyait pour nos yeux et il entendait pour nos oreilles. Nos paroles silencieuses étaient sur ses lèvres et ses doigts touchaient ce que nous pouvions sentir. De son cœur s'élançaient d'innombrables oiseaux, chantant vers le nord et le sud, et les petites fleurs des versants soutenaient ses pas sur le chemin des cieux. Il aimait tout ce qui est beau, tels les visages timides des enfants, ainsi que la myrrhe et l'encens des pays du sud. Il aimait une grenade ou une coupe de vin qu'on lui offrait avec bonté. Peu lui importait que ce fût offert par un étranger dans une auberge ou par un hôte riche. Il aimait les fleurs de l'amandier. Je l'ai vu les rassembler dans ses mains et se couvrir sur le visage de leurs pétales, comme s'il voulait enlacer de son amour tous les arbres du monde. Il connaissait la mer et les cieux, et il parlait des perles qui ont une lumière qui n'est pas de cette lumière, et d'étoiles qui sont au-delà de notre nuit. Vous avez votre Liban, j'ai le mien. Vous avez votre Liban avec son dilemme, j'ai mon Liban avec sa beauté. Vous avez votre Liban avec tous les conflits qui y sévissent, j'ai mon Liban avec les rêves qui y vivent.
Votre Liban est un nœud politique que les années tentent de défaire. Mon Liban est fait de collines qui s'élèvent avec prestance et magnificence vers le ciel azuré. Votre Liban est un problème international tiraillé par les ombres de la nuit. Mon Liban est fait de vallées silencieuses et mystérieuses, dont les versants recueillent le son des carillons et le frisson des ruisseaux. Votre Liban est un champ clos où se débattent des hommes venus de l'ouest et d'autres du sud. Mon Liban est une prière ailée qui volette le matin, lorsque les bergers mènent leurs troupeaux au pâturage, et qui s'envolent le soir quand les paysans reviennent de leurs champs et de leurs vignes. Alors, je vais vous parler d'abord un tout petit peu de Khalil Gibran, dont nous venons d'entendre quelques lignes. Et je pense que c'est un auteur dont vous avez certainement déjà entendu le nom. C'est un petit peu l'auteur syro-libanais le plus connu. Étonnamment, sa notoriété vient en grande partie des États-Unis. En fait, il est né dans le village de Béchare, dans la montagne libanaise, et jeune, il émigre avec sa mère et ses frères et sœurs aux États-Unis. Il y reçoit une éducation en anglais, bien sûr, mais à l'âge de 15 ans, il est envoyé au Liban pour y recevoir une éducation plus centrée vers la tradition arabe et s'imprégner surtout de culture arabe. Il fait partie des auteurs qui contribuent à renouveler l'écriture arabe, et c'est vraiment quelqu'un qui s'inscrit pleinement dans la mouvance de la renaissance culturelle arabe, ce qu'on appelle la Nahda. Il écrit en arabe, mais certains de ses œuvres seront écrits en anglais et publiés d'abord en anglais, alors qu'il a écrit aussi en arabe, et notamment Le Prophète, dont nous avons eu quelques extraits aussi. Donc, il est quand même, on ne pouvait pas se passer de Khalil Gibran. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'était qu'il a également été connu en tant qu'artiste. On a voulu vous montrer un autoportrait. Son biographe, qui est quelqu'un d'Aixois, un de ses biographes, Jean-Pierre Darda, dit de lui « Le besoin d'une éthique de vie simple et tolérante, ouverte sur l'intérieur de soi et sur le monde d'autrui, accueillant la magie de l'existence, les joies et tristesses du temps qui passe, rappelant les grands principes éternels d'un comportement juste et sage, la nécessité d'une telle morale de bon sens et hors institution a perduré jusqu'à aujourd'hui. » Et quand on entend le texte que vient de lire Claudine, il est étonnamment d'actualité en même temps. Il est né en 1883 et décède en 1931, donc bien avant l'époque contemporaine. Et voilà, je vais poursuivre avec un petit peu quelques éléments pour vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire de cette région. Alors, les poètes que vous allez entendre ils relèvent de l'histoire contemporaine du Moyen-Orient et du Liban, bien sûr. Même si nos propos vont se centrer en grande partie sur le Liban, il n'est pas possible de parler du Liban tout seul. L'histoire de ce beau pays s'inscrit dans un paysage beaucoup plus vaste, celui du Moyen-Orient, bien sûr. Donc il ne faut pas être étonné quand je vais évoquer la Syrie, l'Égypte aussi. Et je vais vous donner des étapes dans l'histoire de la région. Alors, je vais essentiellement évoquer les bouleversements du XIXe siècle et de la première moitié du XXe. Je parlerai un tout petit peu de l'époque plus récente, mais bon, vous verrez comment je vais... Alors, donc au XIXe siècle, cette partie du monde fait partie de l'Empire ottoman. Alors, je vous ai pris une carte, j'espère qu'elle est lisible. Donc, tout ce qui est en vert, c'est donc l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui est déjà très réduit par rapport à ce qu'il a été au XVIIIe siècle et qui connaît des remises en cause de son autorité, notamment dans les provinces de langue arabe. Ce sont les provinces qui vont nous intéresser ici. Alors, la région qui nous intéresse, elle est constituée de plusieurs petites provinces, en fait, qui font partie d'un ensemble qu'on appelle par commodité en arabe Bilad al-Shem, le territoire syrien. Donc le Liban n'existait pas encore comme entité. Cet espace est habité par de multiples communautés religieuses,
aussi bien musulmanes que chrétiennes et juives. Alors tout ça au pluriel. Il ne s'agit pas d'un territoire divisé entre chrétiens et musulmans, mais une mosaïque de plus d'une dizaine de confessions issues d'une histoire complexe. Aujourd'hui, on dit qu'il existe au moins 18 confessions reconnues officiellement au Liban. Donc des confessions chrétiennes au pluriel, musulmanes au pluriel et juives qui sont de moins fréquentes aujourd'hui. Alors ces communautés géraient essentiellement le religieux et ne s'occupaient pas du tout du fait politique. C'est seulement à partir des années 1830-40 que le fait politique, que ces communautés commencent à jouer un rôle sur le plan politique. Et dans l'espace qui deviendra par la suite le Liban, on a deux entités marquées. La montagne, le mont Liban, avec essentiellement deux communautés, les maronites chrétiens et les druzes. Les druzes, une communauté issue de l'islam, mais avec des particularités assez spéciales. Alors, la religion de la montagne a connu une résistance forte contre l'autorité ottomane, une résistance précoce. Et l'autre entité, ce sont les villes côtières, Tripoli, Beyrouth, Sidon et Tyr, Saïda et Soul en arabe. Bon, on ne les voit pas trop sur cette carte, mais je vous montrerai d'autres cartes. Gardent une appartenance au monde ottoman. Ils se sentent encore ottomans. Alors, les populations de ces régions sont majoritairement arabophones, quelle que soit la religion pratiquée d'ailleurs. Même si on y parle d'autres langues aussi, par exemple, on parle l'araméen, il y a du kurde, il y a du turc bien sûr. Et la culture arabe, par contre, est fortement ancrée dans ce territoire, malgré la domination ottomane. Alors, c'est toutefois au XVIIIe siècle, et surtout au XIXe, les idées des Lumières, que vous connaissez tous, pénètrent dans les milieux des lettrés et contribuent à une effervescence intellectuelle et culturelle, à tous les niveaux. Puis on parle d'une véritable renaissance, que j'ai évoquée tout à l'heure, la Narda. L'idée de Narda recouvre en fait divers aspects. Alors, il y a l'aspect le politique, qui joue un rôle dans cette renaissance, culturelle aussi, mais aussi identitaire. Donc l'identité arabe qui commence à ressortir de manière importante. Et dans ce contexte, on a le développement d'une éducation moderne qui va contribuer à l'émergence de ce mouvement. Dans l'espace de ce qui deviendra le Liban, on a des missionnaires européens qui jouent un rôle important par la création de nombreuses écoles et universités aussi, des religieux français, italiens, mais plus français quand même, des missionnaires protestants américains, très nombreux. Dans l'espace égyptien, j'en parle parce que ça joue un rôle important, l'État participe aussi activement à cette volonté de modernisation du système éducatif, à côté des missionnaires, les mêmes, par la création donc d'écoles modernes arabophones. L'État est beaucoup moins présent dans l'espace qui va devenir le Liban par la suite. Il y a de nombreuses imprimeries qui sont créées et ce qui va favoriser donc à la fois la mise en valeur des auteurs classiques arabes, donc l'héritage arabe ancien, mais également le développement d'une presse moderne, d'une littérature nouvelle en arabe, avec des romans, des pièces de théâtre et de la poésie. Donc vous voyez vraiment une effervescence encouragée par ces différentes activités, à la fois les nouveautés techniques. Ces idées contribuent également à la naissance du nationalisme arabe qui existait mais qui va vraiment se former à ce moment-là. Les Arabes avaient pendant plusieurs siècles été des sujets ottomans. L'identité arabe n'y était pas mise en valeur. En même temps, il y a la notion d'une identité syrienne en opposition à l'identité ottomane qui émerge dans cette partie du monde avec déjà des revendications nationales. Mais on va dire que au milieu du XIXe siècle, fin XIXe, on ne parle pas encore du Liban. Les gens qui vivent dans ce qui va devenir le Liban se sentent peut-être ottomans pour quelques-uns, mais syriens d'abord et arabes en grande partie. Quelle que soit leur religion d'ailleurs, ça c'est important. Alors, les grandes puissances européennes, c'est nécessaire d'en parler. La Grande-Bretagne et la France,
essentiellement, mais il y a également l'Autriche-Hongrie, l'Italie qui commence à arriver aussi dans la... Tout cela s'intéresse à cette région depuis au moins le XVIIIe siècle. Mais au XIXe siècle, cet intérêt se concrétise par une présence renforcée. La région subit les rivalités d'ailleurs entre ces deux grandes puissances tout le long du XIXe siècle et la première moitié du XXe. Et ça va vraiment compliquer les choses. Ces grandes puissances vont s'appuyer sur certaines communautés religieuses pour renforcer leur influence dans la région. Alors la France, depuis un certain temps déjà, a des liens avec les Maronites du Mont-Liban. Les Britanniques, eux, vont s'appuyer sur les Druzes, après quelques hésitations. Et puis ils sont très présents en Égypte aussi. Du fait de l'influence étrangère, les communautés religieuses vont commencer à jouer un rôle politique, ce qui est une nouveauté. Et de là vont naître des tensions, des rivalités et des conflits. Ça va culminer dans des massacres de chrétiens dans le mont Liban et à Damas, donc entre 1840 et 1860. Suite à ces massacres, vous avez la France de Napoléon III qui envoie des troupes pour protéger les communautés maronites. Donc vous voyez, la présence européenne se fait de plus en plus concrète. Toutefois, ce sont quand même ces deux communautés, donc les Maronites et les Druzes, qui jouent un rôle important dans l'émergence du Liban moderne, même si par la suite, les Druzes vont disparaître un petit peu, enfin pas disparaître, mais vont perdre un peu de leur place. Alors, toujours au XIXe siècle, en même temps que la renaissance culturelle, on assiste à un dynamisme démographique, donc un accroissement de la population. Et cet accroissement de population, avec des difficultés économiques et les tensions confessionnelles que je viens de mentionner, vont entraîner une forte émigration de très nombreux Libanais ou Syriens, enfin j'utilise le terme syro-libanais, vont émigrer vers l'Amérique du Nord. Donc, vous avez l'exemple de Khalil Gibran, vers l'Amérique du Sud aussi, l'Amérique latine, l'Afrique occidentale. Beaucoup de gens d'origine libanaise, enfin syro-libanaise en Afrique occidentale, au Nigeria, en Côte d'Ivoire et ailleurs, mais aussi vers l'Égypte. L'Égypte va recevoir une importante communauté syro-libanaise. Nous avons un exemple ici d'une descendante. Et cette diaspora syro-libanaise va jouer un rôle important par la suite. Elle garde très souvent des liens avec sa terre d'origine, comme Khalil Gibran, mais d'autres, vous verrez. De plus, elle va contribuer activement à la Narda, notamment pour les Syro-Libanais justement qui s'installent en Égypte. Alors, sur le plan culturel, on a donc un véritable dynamisme qui émane à la fois de la culture arabe traditionnelle, ainsi que de l'apport occidental, qu'il ne faut pas nier, français notamment, mais également européen, au sens plus large du terme. Les intellectuels de cette partie du monde connaissent les intellectuels européens, enfin des auteurs européens. Et cela se reflète bien dans les écrits des auteurs que nous allons découvrir ici. Le double héritage arabe et héritage européen. Donc, je vais vous présenter 3 poètes de langue française, donc nés en Égypte et qui faisaient partie de la communauté syro-libanaise. Alors, il y a d'abord Georges Chehadé, qui est un poète assez connu parce qu'il a pas mal vécu en France et il a été salué par des grands poètes comme André Breton, Paul Éluard, etc. Mais en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'il avait une sœur, bien sûr, tenue dans l'ombre, qui s'appelle Loris Chehadé, également poète. Et j'apprends qu'il lui a demandé de se cantonner à la prose pour ne pas qu'elle marche sur ses plates-bandes. Enfin, j'interprète, je traduis, mais voilà. Et sans commentaire, donc, et qu'à cela ne tienne, parce que prose ou pas, son écriture est très poétique.
Et donc, je vais commencer par elle. Ensuite, je lirai des poèmes de Georges Chehadé, qui est aussi un grand poète. Et je terminerai par André Chédid, qu'on ne présente plus. Jardin d'orangers amers au pied de la montagne, le ciel était un toit, le passant un ami. Je traçais dans l'air des mots qui voulaient dire une histoire. Les ans, au passage, les ont détruits pour dédier à l'âne gris un collier de coquillages. Et je n'arrive plus à démêler la douce nuit d'avec la lumière sonore. Le bonheur jouait au bonheur sous les orangers de mon pays. Mariée, belle mariée. Mes aïeux habitaient les déserts et les dunes. Ils allaient et venaient avec les sables et le vent, chassaient les gazelles qui ressemblaient à des femmes et attendaient à leur porte la fin des temps. Ils craignaient Dieu, plaignaient les hommes. La nuit leur apportait les merveilles de chaque nuit, son royaume d'ombre douce, un ruban de larmes, les échelles du ciel. Mon amour, j'ai donné au silence ta voix, et le silence a couvert la terre. J'ai mal de t'avoir quitté, mal de vivre, pays de mûriers, de vignes, de ruisseaux secrets, semblance de Dieu, ma vallée heureuse. Morte, j'irai à ta recherche, dans un sac de pauvre, un peu de terre et d'eau, le pain de tes promesses. Et l'on dira, cette femme au loin, il n'y a d'ombre nulle part pour elle. Mon pays, comme en l'haleine des blanches brebis, je voudrais passer mes mains en toi, t'étreindre plus cher qu'un homme, que l'homme le plus aimé, pays d'olives et de pin, de mes origines et de la joie. Puis, morte, trouver une place dans le cimetière où jouent la chèvre et l'enfant, quand les fleurs fêtent leur naissance. Nous allons écouter une chanson d'Abed Azrié, qui est un chanteur syrien. Il a mis en musique de nombreux textes de poètes, comme Omar Khayyam, mais nous écouterons tout à l'heure un texte d'Omar Khayyam. Dans ses chansons, il s'adresse à l'être humain dans ce qu'il a de plus universel. Donc l'extrait que nous allons écouter... Si je le retrouve, parce qu'il a dit... Ça s'est mis en... Et c'est tout à l'heure, c'est celui qui s'est mis en marche. Il s'est mis en je crois. Et donc c'est un extrait d'un oratorio de Saint Jean, sur l'évangile de Jean. Je suis la vigne et mon père est le vigneron. Demeurez en moi et moi en vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Voilà. Vous allez voir sa voix. أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام كل غصن فيها لا يحمل ثمرا ينزعه أبي وكل غصن يثمر ينقيه أبي ليأتي بثمر أكثر كونوا فيها كما أنا فيكم فالغصن لا يثمر من
يكن في الكرمة. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، من يثبت فيا وأنا فيه يثمر ثمرا كثيرا. أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه. أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه. أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. À ceux qui partent pour oublier leur maison et le mur familier aux ombres, j'annonce la plaine et les eaux rouillées et la grande Bible des pierres. Ils ne connaîtront pas, à part le fer et le jasmin des formes, la nuit heureuse de transporter les mondes, l'âge dans le repos comme une sève. Pour eux, nul chant, mais la rosée brûlante de la mer, mais la tristesse éternelle des sources. Comme ces lacs qui font très mal quand l'automne les couvre et les bleuit, comme l'eau qui n'a qu'un bruit 1000 fois le même, il n'est nul repos pour toi, ô ma vie. Les oiseaux volent et s'enchaînent, chaque sommeil est d'un pays. Et toi, dans les feuilles de cette plaine, à l'avant de ton visage, tant d'adieux. Ils ne savent pas qu'ils ne vont plus revoir les vergers d'exil et les plages familières, les étoiles qui voyagent avec des jambes de sel quand la nuit est triste de plusieurs beautés. Ils oublient qu'ils ne vont plus entendre le vent de la grille et le chien des images, l'eau qui dort sur la couleur des pierres la nuit avec des violons de pluie. Tant de magie pour rien, si ce n'était ce souvenir d'un autre monde, avec des oiseaux de chair dans la prairie, avec des montagnes comme des granges. Ô mon enfance, ô ma folie. Alors le printemps, pareil au vitrail d'un pommier, en plusieurs couleurs comme les yeux des biches, le vert, le noueux, le bien-aimé, apporte son apparence au jour et à la nuit, et jusqu'à la lune, plus belle que les maisons habitées. Les yeux de la vie s'ouvrent au fond de la terre. Dans les feuilles, les oiseaux en 1000 morceaux se mordent, la rose est encore serrée dans ses épines, tout est folle et nu, la fleur et l'eau. Que celui qui passe dans la plaine s'en souvienne. Vert, vert jusqu'aux délices et la transpiration des lacs. Lorsque nous aurons des plages douces à toucher par le regard et cette vie où l'ombre s'écarte du jour,
Le repos viendra avec ses trésors, vous et moi sur la terre des plages, ô mon amour, qui demandez au sommeil les voyages. On siffle à la campagne un air de prodige perdu, ne cherche plus les yeux dans les musiques profondes, un grand cœur les a visités. Je vous salue, étoile étrangère à la mort, sur vos genoux des fleurs de rivage. La patience regarde le bonheur, la main dans la main, comme le ciel et le jour. Les mages. Ils se rencontrèrent au bord d'un bassin pour donner à boire à leur monture, par nuit claire, 3 mages et 3 chevaux. Mais lorsqu'ils se penchèrent, ils se multiplièrent, ils furent 6 dans l'eau. 6 mages et 6 chevaux, voilà le premier miracle. Or, quand ils furent en selle, mages et chevaux, volontiers reconnurent avoir été dupes de leurs images par nuit claire. Ils rirent et en convinrent au souvenir de l'eau. En attendant, l'étoile avait disparu, et lorsqu'ils levèrent la tête, le ciel était brillant et absent. L'étoile était accrochée à un figuier derrière une feuille. Bâillant, une figue l'avait retenue. L'arbre cette nuit fut bel et bien battu par 3 personnages barbus. Ainsi fut délivrée l'étoile captive au milieu de hennissements et de cris, et sans égard pour les vertus d'un arbre centenaire. L'étoile glissa sur un rail et reprit sa course, laissant sur le figuier transi une laine blanche. Devant la bonté de l'étoile brillante, ils eurent remords d'avoir maltraité un vieil arbre, et s'en excusèrent auprès de leurs ombres, étant seuls et faute de mieux. Les voilà à leur tour partis, les 3 mages, remuant leurs gros sourcils par nuit claire, et tandis qu'ils serraient les riches présents de leurs coffrets, or, encens et myrrhe, leurs chevaux abandonnés sur l'herbe, du beau crottin, doré comme l'avarice. Melchior dit à Gaspard, Gaspard dit à Balthazar, « Réjouissons-nous, car notre foi est la même. Les mêmes sont nos amours sur la route de Bethléem. » Puis, devant cette âme commune et nouvelle, ils se saluèrent et volontiers reconnurent qu'ils étaient un seul mage sur 3 montures. Ne te détourne pas, mon histoire est la tienne. Chaque poète porte au cœur le cœur de celui qui écoute. Comme toi, j'ai touché à cette terre et patiente la vie s'est cherchée en mes yeux. Ai-je su en détenir l'image et l'innocence? Et dis, que nous manque-t-il pour dénouer l'unique chemin? Saison, saison, visages qui n'êtes jamais égaux, fleurs, nuits et merveilles sitôt englouties. Tout se profile et il n'est pas d'issue, l'erreur puis la rosée. Pour toute joie sa déroute. Si le souffle s'affadit, d'autres feux se lèveront. Je suis le poursuivant, jamais je ne délierai l'anneau. Pourtant des forêts entières naissent au bord du fleuve et meurent sans tumulte contre la terre retrouvée. Les sables de la folie, soudain réconciliés, s'abandonnent aux rives du retour. Je suis le poursuivant, je vais, telle est ma route. Notre pays est nulle part, et nous, ce peu de souffle dans la main étroite du temps. À quoi servent les mots face à celui qui meurt?
Ils apprivoisent l'abîme, désamorcent les peurs, ramifient la tendresse jusqu'au seuil de l'obscur. À quoi servent les mots face à celui qui vit? Ils brisent ou bien apaisent, incendient ou délivrent. Ils modèlent nos visages, saccagent ou donnent ferment. En ce temps-là, où étais-tu, ami? Chaque heure sombrait comme un voilier perdu. Le ciel ne savait plus le nom de ses étoiles. Inutile, les rivières s'épuisaient. En ce temps-là que j'étais seul, ami, la terre se retirait sous les pas en dérive, la bruyère jaunissait en des collines absentes et je sentais l'oiseau mourir en son printemps. En ce temps-là, tu étais loin, ami. Je pris peur de l'acier qui mutile le grand arbre. J'ignorais les limites d'un mal au sang royaume. Les fontaines se peuplaient de nuit. Sachant qu'elle nous sera ôtée, je m'émerveille de croire en notre saison et que nos cœurs chaque fois refusent l'ultime naufrage. Que demain puisse compter quand tout est abandon, que nous soyons ensemble, égarés et lucides, ardents et quotidiens, et que l'amour demeure après le discrédit. Je m'émerveille du rêve qui sonde l'avenir, des soifs que rien ne désaltère. Que nous soyons chasseurs et gibiers à la fois, gladiateurs d'infini et captifs d'un mirage. Les dés étant formels et la mort souveraine, je m'émerveille de croire en notre saison. Moi, altéré de vie, enfant des impatiences, je chanterai les noces de l'ombre et de l'ardent. Avec mon peu de souffle jusqu'au temps sans lisière, je tiendrai promesse envers l'unique mort. Au chemin divisé, l'horizon est le même. Nos jours furent ce miracle pareil aux moissons. Songe à l'oiseau délié en nos arbres meurtris. Nous avons eu l'herbe et l'eau du seul amour. Songe à l'espérance, sa tige doublée de terre. Songe au cœur dénoué par la voix de l'ami. Un chant raidi prête naissance au pavot, et le grain fut chaque fois le contraire de la nuit. Mon amertume se noie, si légère est sa trame, si vaste est l'univers où tout s'accomplira. Oui, je te chante, ô mort, jusqu'à l'ultime absence, gardienne de l'inconnu, douce prairie des errants. Je chante car ici-bas l'épi échappe aux cendres, la parole délivre, l'aile trouve sa raison. Un soir je m'en irai, loin des terres chaleureuses, le masque couleur d'aube sur ma face de vivant. Un soir je m'en irai, ayant pour seule peine de quitter tout amour enlacé aux saisons. Ô mort, tu me viendras, et je le veux ainsi. Alors, juste un petit mot pour dire que les trois poètes que nous avons entendus sont tous d'origine syro-libanaise, mais tous nés en Égypte. Et après, ils ont navigué entre l'Égypte, le Liban et la France. C'est pour ça qu'on a choisi cette photo. Ce sont des poètes aussi qui ont écrit en français, alors que les poètes que nous allons entendre par la suite ont écrit en arabe. Mais je vais revenir un peu vers l'histoire de la région.
C'est dur, parce qu'après être passé de la poésie, on passe à une dure réalité. Alors, je me suis arrêtée au début du XXe siècle. Je vais vous parler un petit peu de ce qui va se passer avec la Première Guerre mondiale. Le Moyen-Orient est entraîné dans la Première Guerre mondiale par l'implication de l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman du côté de la Triple Alliance, avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie. Et en même temps, les grandes puissances de la Triple Entente, de l'autre face, cherchent à renforcer leur présence au Moyen-Orient. Présence ils sont déjà présents, mais ils vont insister. Les Français comme Anglais veulent s'implanter plus durablement. Alors, ce qui va se passer pendant cette période, en 1916 en particulier, les Français et les Anglais, enfin des Français, des diplomates, vont se réunir secrètement et décident du partage du Moyen-Orient. C'est le traité de Sykes-Picot, en 1916 donc. Vous voyez, je vous donne une carte. En bleu, donc on décide que ce qui va être en bleu, ce sera pour la France. La France devra contrôler le territoire qui comprend le futur Liban et la future Syrie, avec la haute Mésopotamie. L'Angleterre, de son côté, prendra sous son contrôle les territoires de l'Irak, la Transjordanie, la Palestine. Donc, dans ce contexte, la France prépare la création d'un grand Liban qui doit intégrer les deux régions que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire la région côtière, avec les grandes villes, et le Mont Liban. Pour certains, cette idée va totalement à l'encontre de l'identité syrienne que j'ai évoquée tout à l'heure, qui englobe l'ensemble de la région. Donc cette création n'est pas vraiment bien perçue par tous les acteurs de la région. Et en même temps, en plus, vous avez l'Angleterre qui propose la création d'un État national pour les Juifs. C'est la déclaration Balfour en 1917. Donc vous voyez, tout ça se fait bien sûr sans concertation auprès des populations locales, ni des intellectuels ou des dirigeants locaux qui auraient peut-être pu être consultés. Et la France, lorsqu'elle commence à mettre en place une organisation administrative et politique dans ce territoire, elle va instaurer un système politique basé sur les communautés confessionnelles, chose qui était une nouveauté finalement sur le plan politique. Lorsque la Première Guerre mondiale se termine, voilà la carte que vous avez. Donc la création de pays avec des frontières totalement nouvelles. Ils sont installés dans un bureau quelque part à Paris ou à Londres. Ils ont dessiné ça, comme vous pouvez voir, avec des règles et pas tellement les compas. Et donc l'Empire ottoman n'est plus, c'est la fin. Et la carte Moyen-Orient totalement redessinée avec les États mentionnés ci-dessous, des frontières qui ne correspondent pas forcément à des réalités culturelles. Et en fait, des frontières qui vont porter en elles, je pense que c'est pour le Moyen-Orient, mais pour l'Afrique aussi d'ailleurs, l'embryon de tous les conflits à venir. Donc avec les décisions prises sans consultation aucune. Alors, la France instaure donc deux États, le Grand Liban en 1920 et la Syrie, avec une union économique tout de même entre les deux, parce qu'il y a quand même des liens très forts. Cette séparation de la Syrie est mal perçue dans un premier temps, y compris par des populations qui vivent au Liban, notamment par les musulmans sunnites. Mais finalement, les communautés du côté libanais acceptent l'appartenance à ce nouvel État, alors l'ensemble des communautés. Ça va se faire petit à petit. Et l'identité libanaise va se confirmer. Une identité créée finalement par les Européens, mais qui continue à y avoir une existence jusqu'à aujourd'hui. L'influence française et britannique est reconnue officiellement, même si des territoires sont sous contrôle de mandats et ce ne sont pas des colonies. Enfin, quand même, la présence européenne est officialisée. La France dote le Liban d'une constitution. Quelques années plus tard, en 1926 donc, celle-ci est inspirée de celle de la France de 1875 et de celle de la Belgique. Donc c'est une constitution différente, mais elle confirme un système basé sur les communautés religieuses et elle porte en elle donc les racines des conflits à venir, malheureusement. Et surtout, elle ne permet pas l'égalité de tous devant la loi. L'égalité ne sera en fonction de l'appartenance religieuse et non pas en tant que citoyen d'un même État.
Cette période, donc après la Première Guerre mondiale, jusque dans les années, la première moitié du XXe siècle, elle voit l'émergence d'une élite politique et intellectuelle imprégnée toujours des idéaux de la Narda et des valeurs démocratiques également, mais le système ne permet pas la création d'un État fort et véritablement équitable, en ce qui concerne le Liban en tout cas. Elle est également marquée par des liens culturels forts avec la France, même si, sur le plan politique, l'identité nationale est renforcée et l'autorité française est très souvent remise en question. Donc il y a des liens, mais des liens plus culturels, je dirais, que des liens véritablement politiques, même si la politique est là, ça ne plaît pas à tout le monde en tout cas. Et les écrivains dont nous venons d'entendre les extraits sont des exemples de cette génération. Pour certains issus de la diaspora, puisqu'ils ont tous né en Égypte, sauf Khalil Gibran ou ce qui est antérieur, mais ils ont tous gardé des liens forts avec le pays d'origine, tout en étant fortement imprégnés par la culture française, comme les écrivains français. On va faire un petit saut. L'indépendance est proclamée en 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc je vous passe les détails avec Vichy, pas Vichy, sous le pacte national, donc, qui confirme les frontières dessinées par les grandes puissances. Encore une fois, la place des communautarismes religieux est maintenue aux dépens d'un État neutre et assurant l'égalité de tous, malheureusement. Dans les premières décennies qui ont suivi l'indépendance, ce ne sont pas les rivalités confessionnelles qui marquent le paysage politique, mais l'émergence de grandes familles qui vont mettre un peu en coupe le pays. On parle d'une sorte de féodalisme qui va s'imposer. Ouais, on utilise également le terme de clientélisme qui va marquer le paysage politique du Liban jusqu'à aujourd'hui finalement. À partir des années 50, le Liban est entraîné dans un contexte international complexe. La guerre froide, bien sûr, avec la pression des États-Unis d'un côté et l'URSS sur le Moyen-Orient, et également un contexte plus régional avec l'émergence du nasserisme qui va influencer beaucoup le Liban, mais aussi la Syrie, le panarabisme, bien sûr aussi, et les tensions causées par la proclamation de l'État d'Israël en 1948. La corruption de la classe politique libanaise ainsi que le clientélisme entraînent malheureusement une instabilité politique, avec des crises, des insurrections. En 1958, par exemple, un soulèvement contre les dirigeants pro-occidentaux par des groupes anti-impérialistes, panarabes et pro-nassériens. Petit à petit, les tensions politiques se greffent finalement sur l'appartenance religieuse, même si ce n'est pas toujours obligatoire. Donc, dans l'insurrection de 1958, vous avez deux camps qui vont se décider, mais dans les deux camps, vous allez avoir des chrétiens, des maronites qui vont soutenir le panarabisme ou l'inverse. Ce n'est jamais noir et blanc au Liban. Ce n'est jamais très facile à expliquer d'ailleurs. Quand j'étais au Liban il y a quelques années, quelqu'un a dit « mais si quelqu'un prétend comprendre la situation politique au Liban, c'est que c'est quelqu'un de totalement fou ». Et voilà. Et à l'époque, c'était le cas aussi. Alors, quand même, mentionnons des choses positives, parce qu'il y en a, heureusement. D'ailleurs, vous allez en entendre d'autres. En même temps, cette époque est marquée par une certaine prospérité économique, mais malheureusement qui ne profite qu'à une faible partie de la population. De plus, la capitale, Beyrouth, concentre les infrastructures et les richesses aux dépens d'un arrière-pays qui restera très défavorisé. Pour certains, le Liban est devenu la Suisse du Moyen-Orient, avec des capitaux qui affluent d'un peu partout. Et pour d'autres, c'est un territoire de misère et d'injustice sociale. Pourtant, il y a des efforts sérieux au niveau du développement économique qui sont effectués, notamment sous l'influence du président Chehab, dans les années 60. Donc le Liban, dans les années 60 et 70, va atteindre un niveau de vie quand même non négligeable, comparable à celui des pays du sud de l'Europe, mais les choses vont s'effondrer, comme vous le savez. Et dans cette période, le Liban est également perçu comme un pays de liberté d'expression. Surtout dans un contexte où la plupart de ses voisins, la Syrie, l'Égypte, l'Irak, même la Jordanie, ce sont des régimes de dictature.
Donc ce climat de liberté va permettre l'éclosion d'une vie culturelle, va s'intensifier, je dirais, renforcée par la présence de maisons d'édition dynamiques. Donc nombreux sont les artistes de toutes sortes, écrivains et autres, qui se retrouvent au Liban. Donc vraiment une période d'effervescence culturelle. Mais en la même époque, on assiste au renforcement du régime communautariste, je vais y arriver, avec une place accrue aux instances religieuses, donc une fragilité qui s'intensifie. De trop nombreuses factions et facteurs contribuent à déstabiliser un État qui est fragile depuis le départ. Et cette fragilité va être accentuée par la présence d'une armée palestinienne, celle de l'OLP, donc qui était présente, mais la présence a été légalisée en 1969 et accrue renforcée à partir de 1970, après le Septembre noir de la Jordanie. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé des communautés confessionnelles et de leur importance dans la politique libanaise, mais il faut quand même mentionner le fait que dans cette ambiance de liberté d'expression, il existe de nombreuses actions transcommunautaires. Il y a beaucoup de gens qui veulent dépasser toutes ces histoires de telle religion, telle maronite, orthodoxe, chiite, druze ou sunnite. Des individus qui refusent le poids de ce régime archaïque. Et il est donc... il y a des faits dans cette ambiance de liberté d'expression, des actions transcommunautaires. Donc des partis politiques qui prônent la laïcité, par exemple. Pays de paradoxe, finalement, de tolérance et d'ouverture d'esprit, à côté de pratiques parfois réminiscentes d'une époque féodale. Donc, vous voyez. D'ailleurs, au début des années 70, les clivages qui marquent le paysage politique et culturel du Liban sont des clivages finalement gauche-droite. L'anti-impérialisme d'un côté, qui soutient la résistance palestinienne, avec une réminiscence aussi du nasserisme, avec le désir d'en finir avec les structures communautaires, et puis d'un autre côté, le désir de rester proche de l'Occident, de maintenir des traditions et de maintenir les structures communautaires. Donc vous voyez ces deux groupes qui sont opposés, mais dans lesquels on trouve tout le monde, les deux côtés. Au sein de ces deux tendances, certains groupes ont créé des milices armées. Donc les milices armées, vous avez les phalangistes, vous avez les milices chiites de diverses tendances, vous avez bien sûr les groupes armés palestiniens, les sunnites, enfin de nombreuses milices privées. Enfin, la présence de groupes armés palestiniens plus ces milices armées ont contribué à l'éclatement d'une guerre civile en 1975. Donc le voisin, dont je n'ai pas beaucoup parlé, le grand voisin, la Syrie, mais qui fait partie de cet ensemble, a un parcours quand même très différent. Après une tentative d'alliance avec l'Égypte de Nasser, la Syrie s'éloigne à la fois de l'Égypte mais aussi du Liban, sous la domination d'un régime dictatorial, notamment sous celui de Hafez al-Assad, qui réduit les libertés en grande partie. Mais les liens, il ne faut pas oublier que les liens, parfois familiaux, ou parfois simplement historiques, entre Syriens et Libanais, restent très importants. Donc ça, c'est pour la partie que je parlerai un petit peu par la suite de l'histoire plus récente. Maître. Alors, je voudrais vous présenter un des auteurs, un des poètes, dont les poèmes vont être lus par Claudine. Nous avons tout d'abord Onsi El-Haj, qui est décédé en 2014. Il est né dans le village de Jézine, dans le sud du Mont-Liban, en 1934. Il est considéré comme étant le chef de file de la poésie moderniste arabe. Il a connu une grande influence sur la nouvelle génération de poètes. Bon, lui écrit en arabe, mais il traduit et il est traduit. Il a travaillé en tant que journaliste et il a été responsable de suppléments culturels de grands journaux. Il a également fondé des revues de poésie. C'est un poète engagé et je vais vous lire ce que dit de lui un essayiste, l'essayiste Saran Alexandrian, parce qu'il délivre le langage des entraves de la rhétorique et du dogmatisme rationnel. Onsi El-Haj apparaît comme un libérateur de la poésie et un libérateur de l'amour. La douceur m'a vaincu,
Ma bien-aimée m'a aimé. Du fond de la mer, elle m'a hissé. Dès lors, j'ai vu l'univers à son commencement. Et comme un prophète à la croisée des chemins, ma bien-aimée m'a noué dans la lumière et m'a campé dans les origines. Si je suis ta tête, ô ma bien-aimée, tu es l'auréole autour de ma tête, tu es ma couronne. Tu es ma couronne entre tes deux nouvelles lunes, je suis la migration et le retour. Qui est-elle, celle que je chante? Je dis elle et je veux dire toi. En toi l'unique, je les multiplie, elles n'existent qu'en toi. Qui est-elle, celle que je chante? Celle dont j'aperçois le soleil sous les yeux, comme une lune dans un fleuve sous les saules. Folle parce que reine et sa pitié a choisi le pauvre. Elle s'est arrêtée parmi les décombres pour avoir pitié de moi, la toute-puissante que j'avais perdue depuis le paradis, la perle polie par la succession des tourments. Elle arrive dans la perfection, élue sans défaut, dans la perfection élue, prête pour un mariage unique. Je me repentis devant elle, avec la conscience de tous les hommes depuis la nuit des temps, car elle est l'héritière de la splendeur, emprisonnée dans les coffres des deux testaments. Elle est la messagère aux cheveux longs jusqu'aux sources. Car tu dis « je t'aime » et tout me sourit. Car ton regard veille sur moi et je suis tranquille. Car tu prends sur toi l'angoisse et je suis tranquille, car tu n'accordes que la tranquillité. Ton corps vivifie l'essence et ton essence donne la vie. Dieu des bagues, des colliers, des soupirs, les hommes t'implorent pour que tu les nourrisses, et pour ma bien-aimée, je demande ta bénédiction. Ils t'implorent pour leur foyer, pour moi, l'unique demeure est mon amour. Mon rivage, les bords de sa mer est sécurité. Prolonge ses jours comme ceux des oliviers centenaires, puis renouvelle et renouvelle sa terre. Je crois, et pour cela je demande, j'ai demandé, et pour cela j'ai cru. D'elle je tiens ma foi, protège-la, bénis-la. Elle brille, et par toi je m'illumine. Je te chante mon amour pour effleurer leur vie comme tu effleures la mienne, pour les combler des mystères qui illuminent le cœur et leur donner un peu de ce cœur éclairant ces mystères, comme tu combles mon cœur et mes propres mystères. Pour qu'au matin, je sois avec eux une part de ce que tu es pour moi, une pluie d'étoiles, un soleil de source, un rayon qui me traverse d'un vitrail et deux mains guérisseuses. Nous allons écouter une autre chanson d'Abed Azrieh, dont je vous lis le texte donc de Omar Khayyam. Ça s'intitule Royaume. Veux-tu, dis-moi, te détourner et t'éloigner des absurdités? Un lieu à l'écart des injustices où il n'y a ni maître ni serviteur est pour moi préférable à un royaume. À l'ombre douce d'un arbre je demeure, un peu de pain et de vin me suffisent. Une jeune fille est assise auprès de moi, son chant caressant me réjouit le cœur.
لاعتزالي وابتعاد عن كل قيل وقال رب قفر من المظالم خالي ليس فيه عبد ولا سلطان هو عندي المكان نعم المكان بقفور ورغفان مع زجاجة خمر وحبيب يهواه قلبي المعنى بشجي يذيبني يتغنى يتغنى Alors, Abbas Baidoun. Donc, c'est bien ça, oui. Je vais vous présenter un autre poète contemporain, né en 1945, Abbas Baidoun, qui est né dans le sud du Liban, près de la ville de Tyr. C'est également un journaliste, poète, romancier, critique littéraire et artistique. Il est depuis quelques 40 ans l'un des animateurs les plus actifs de la scène culturelle libanaise. Il est considéré comme un des poètes les plus importants d'expression arabe contemporaine. Et je pense que le plus important, c'est qu'on puisse l'entendre. Les poètes restent jeunes. Je voudrais vous livrer un secret. Moi aussi j'ai été jeune, même si, à en croire mes deux fils, les pères ne sont jamais jeunes. Je voudrais vous livrer un autre secret. Les poètes ont une jeunesse éternelle, tout comme les désirs qui ne se réalisent pas, les projets merveilleux, les utopies, les valeurs que nous ne renions pas, le droit à la justice, la liberté, la paix et l'amour. Lisez les poèmes écrits par des poètes dans leur vieillesse, vous n'y trouverez trace de rhumatisme ou d'anémie. C'est qu'il n'existe pas, à ma connaissance, de poèmes vieillards. Les poètes restent jeunes, la poésie est leur eau de jouvence, ils ne peuvent pas vieillir. Pour eux, l'âge ordinairement synonyme de maladie et de mort n'existe pas. Les poètes ne vieillissent pas parce qu'ils ne renoncent pas à l'espoir. Non pas l'espoir en quelque chose, mais l'espoir même en tant qu'instinct, sensibilité, n'a pas besoin d'objet. Pourtant, les poètes ne vendent pas d'illusions.
La poésie coule dans leur sang, tout comme le don d'attendre ce qui n'a pas de nom, l'enthousiasme pour ce qui n'a pas de visage. Ils entendent l'appel des lointains. Ils ne vendent pas d'illusions, mais ils savent que leur sang charrie des vérités et des visions. Il n'y a qu'à tendre l'oreille, c'est tout ce dont a besoin la poésie. Tyr. Personne ne te parlera. Tes eaux ne changeront plus désormais. Tu seras au bout du monde et tous rentreront avant toi. Les jardins, compagnons de la mer, n'oseront pénétrer en tes pierres noires. Les oiseaux migrateurs craignent la prison de tes nuées fumantes. Le nuage des fleurs d'oranger qui accompagne les voyageurs. Le nuage des fleurs d'oranger qui accompagne les voyageurs descendra sur tes confins proches. Et les voyageurs n'arriveront point, et ton ciel ne changera point. Seul te restera l'air hésitant au seuil des ruelles, toujours bouillonnant de sel, de sable et de mouches saignant sur les objets et les ruisseaux, et les ruines tombant ici et là, lentement, depuis que les rivages salins l'ont étourdi, et laissant dans les nœuds ensanglantés de la sueur le poids des larmes de la mer. Tu fus île et forteresse, et une halte pour les voyageurs. Le jour ne suffisait pas pour bâtir, ni la nuit pour rêver. Tes étoiles n'étaient pas assez grandes, ni ta lune brillante. C'est pourquoi tes marins tombaient sur tes marches et tes soldats se desséchaient dans les tours. Sur les bateaux en partance, nous voyions le ciel immense. Nous chantions et nous fécondions comme les insectes dans les vignes. Nous dansions dans la brise légère, déclamions des poèmes, crions notre amour pour celles qui ne se montraient jamais au balcon. Sur la ville de Tyr, qui a été un peu une ville martyre récemment avec des bombardements, avec cette ville merveilleuse. Bon. Alors, je vais vous parler un petit peu encore d'histoire. Cette fois-ci, je serai courte, je vous rassure. Alors, je vais vous parler de l'histoire récente. Comme vous le savez, l'histoire récente de cette région est marquée par des tragédies, la tragédie de la guerre civile, de l'implication de forces étrangères et de guerres avec le voisin israélien, entre autres. Alors, j'ai fait le choix de ne pas trop m'étendre sur la guerre civile, donc très complexe, comme je vous disais. Celle-ci marque quand même l'histoire du Liban et de la région à partir du printemps 1975 jusqu'en 1990 pour la guerre civile, et puis des guerres, malheureusement, il y en aura encore. Alors, cette guerre est le résultat de nombreux facteurs, j'ai déjà mentionné, un État fragile, une société basée en grande partie sur le clientélisme, l'émergence aussi de nombreuses milices armées, relevant de différentes tendances, et la présence d'une armée palestinienne. Et là-dessus se greffent quand même les puissances extérieures, qui ont pour certains essayé de jouer un rôle de médiateur, comme les États-Unis ou la France, ce n'était pas très réussi, ou d'autres il y avait également l'Arabie saoudite qui a cherché à être médiateur, d'autres comme Israël et la Syrie qui ont contribué à aggraver la situation par des bombardements et des occupations. Alors, que ce soit la Syrie ou Israël, ils se sont également immiscés dans les choix politiques des Libanais lors des élections. C'est ainsi que le Liban connaît comme des décennies de guerre, d'instabilité, de crise économique en plus, de reconstruction, de nouvelles guerres, jusqu'aux guerres récentes dont vous avez tous entendu parler. Et vous avez également certainement entendu parler du dynamisme libanais. La capacité du Liban à se relever de ses cendres, se reconstruire. On parle du phénix du Moyen-Orient, mais ce n'est pas une fois, mais 2 fois, 3 fois, le Liban qui se relève, se reconstruit. En effet, malgré ces décennies noires, et vraiment noires, c'est tragique, je ne vais pas mentionner le nombre de civils qui ont été tués,
au Liban, mais n'oublions pas non plus la Syrie, son pays voisin, et quand même, je dirais, pays frère malgré tout. Cela n'a pas étouffé la fibre créatrice de nombreux artistes, écrivains, poètes et autres. Certains ont continué à œuvrer en exil, d'autres ont résisté, ont continué à produire sur place. La langue arabe continue à être mise en valeur donc, dans ce contexte, même si certains utilisent le français ou l'anglais aujourd'hui. Le français est en train de perdre sa position privilégiée au profit de l'anglais. Si vous allez au Liban aujourd'hui, les familles vont souvent mettre leurs enfants dans des écoles anglophones ou bien n'enseignent ni l'anglais ni le français. Pour terminer, vous voyez, je vous avais dit que j'allais être courte sur cette partie très délicate. Souhaitons quand même que le Liban d'aujourd'hui, qui a encore souffert récemment, puisse se relever encore une fois et surtout puisse trouver une paix et puisse se reconstruire de manière plus durable. Donc je pense que je dois également présenter le poète suivant, si je ne me trompe. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai à toi. Alors voilà, je voulais juste vous montrer la carte avec les différentes provinces, les villes côtières, pour vous donner un petit peu une vision du Liban actuel. Alors je dois avouer que j'ai une tendresse particulière pour la poésie de Hala Mohammad, une poétesse syrienne née en 1959 et qui vit en France. Malgré la traduction, ces poèmes nous touchent de manière immédiate, enfin du moins j'espère, par la richesse de leurs images et la magie de leur rythme. Et je vous conseille vivement d'aller la retrouver sur YouTube. Il y a plusieurs vidéos où elle lit ses propres poèmes en arabe et en français. Et donc je vais lire des poèmes de Hala Mohammad et nous terminerons ensuite par une chanson de Férouz, Bahibbak ya Libnan, Je t'aime au Mont Liban. Lettre à Saint Jean de Perse. Poète aux rives lointaines, comme si elle pleurait à la simple pensée des vagues brisées sous la lune, t'attendais-tu à ce que vienne un jour se reposer dans ton ombre une poétesse syrienne? Moi, je ne m'y attendais pas. Que te dire sur la Syrie? Pays habité pour moitié de poètes, pour moitié d'écrivains, pour moitié de conteurs, pour moitié de créateurs, pour moitié gens du pays. Il est moitié attente, moitié exil, moitié désir. La moitié, c'est admettre le cercle qui n'accepte pas la division, qui aspire au mouvement et s'élance vers la justice. Le monde, chez nous aussi, est tel un bateau qui sommeille à l'ombre des arbres, qui ne prend pas la mer tant nous aimons la terre. Et le vent pleure et rit de la cruauté qu'il voit, de la tendresse que nous voyons. Que t'écrire? J'ai marché dans tes traces à Aix-en-Provence pendant mon séjour à la Fondation. Dans la petite maison, je me suis faite arbre parmi les arbres des poètes qui ont marché sur le sable de tes rives. Je t'écris de ma résidence, de ma solitude avec les gens. Où que je sois, la solitude. Nul lieu pour moi que la poésie. La poésie peut libérer le poète, mais personne ne peut lui offrir la sécurité. Personne. La poésie n'aime pas les réponses. Elle ouvre le cœur à la beauté de la question et du silence. La moitié du cœur est soleil, l'autre moitié lune. La moitié du cœur est mer, l'autre moitié terre. La moitié du cœur est air, l'autre moitié feu. Que peut faire la poésie pour tirer l'humanité hors de son refuge,
pour que jamais ne s'assèche la chanson, si ce n'est rendre hommage à la vie, aux ombres de la vie, dans la langue. À Damas, les maisons, les quartiers, les chansons, les cordes à linge, l'asphalte, les passants et les mains jouent tout ce qu'ils possèdent. Le vacarme de la célébration de la vie quotidienne. Les baisers abandonnés sur les fenêtres abandonnées. Les adieux dans les baluchons, les invocations dans les baluchons, les recommandations dans les baluchons, et la perle bleue et le sceau du temps. Les rires à la face du jour, l'odeur de cuisine, l'accueil bienveillant du voisin, et les fenêtres aux lumières de miel. Les téléphones qui ne cessent de sonner dans les maisons abandonnées. L'absence sans fin, la rumeur des fleurs et du basilic, l'appel à la prière dans le cimetière au crépuscule. Tu n'es pas seul, les morts, eux, sont seuls parmi nous. Voyage et reviens du voyage, voyage, ô Damas, et reviens de ton voyage. Pareil à une étrangère, reprends tout à zéro, et n'oublie pas, les villes anciennes n'ont ni commencement ni fin. Je n'ouvrirai plus ma porte à personne, je n'ai plus de porte. Cette tente blanche malmenée par le vent et le soleil n'est pas mienne. Cette poussière salée n'est pas mon secret. À compter d'aujourd'hui, je n'ouvrirai ma porte à personne, je n'ai plus d'aujourd'hui. Ni d'aujourd'hui, ni d'hier, ni de demain, et ce qui reste des mois et de leur nom n'est que rumeur. Personne ne frappera à ma porte, la tente n'a pas de porte, la tente n'a pas de clé. Et ce blanc n'est pas le matin. Ce matin blanc n'a pas de couleur. Non. Où que je passe en ce monde, le vent s'attarde dans les arbres et les arbres répandent leurs feuilles sur mon chemin. Pour m'accoutumer au chemin, me dis-je. Pour t'accoutumer à l'absence, me disent les arbres. Du haut des montagnes, les hirondelles se sont jetées sur notre balcon. Elles ont construit leur nid avec la paille du silence. Et lorsque la famille fut au complet, elles s'envolèrent. Voilà leur histoire. Après elles, le balcon s'est envolé, et avec lui les maisons des voisins et l'écho. Le passé s'est effondré, paille après paille, comme s'il n'avait jamais existé, comme si nous n'avions jamais existé. Dans les photos sauvées, le pays a été sauvé. Voilà notre histoire. Cette histoire est la jumelle aînée de cette géographie. Avez-vous vu des chansons sauver leurs amants, des poètes sauver la lune? Avez-vous vu cette photo, cette photo, cette photo? Nous secouons la photo pour qu'elle ne ferme pas les yeux dans la stupeur du carnage. Pourvu que la paille fleurisse et que sur la terre fleurisse la mémoire. Nous étions sur le chemin,
les oiseaux aussi, tant que nous embellissions dans les souvenirs comme le vert profond des oliviers garde le cimetière. Cette histoire, déluge de cette géographie, et ce départ qui refuse de partir. Nous nous sommes éloignés d'un pays qui fut le nôtre et approchés d'un autre qui s'éloigne de nous. Les oiseaux, nos ombres dans l'air, et nous, leurs ombres sur terre. L'exil, le deuxième cri, la patrie, le premier cri. L'exil, c'est te poser sur une branche sûre et emprunter ton ombre à l'histoire. La patrie, une alouette qui se pose sur ton tronc incliné vers la maison, car tu es l'arbre. Les oiseaux s'envolent et se posent, s'envolent et se posent sur ce chemin qui menait à la maison. Menait-il à la maison, ce chemin, vraiment ? Nous étions sur le chemin et les oiseaux apprenaient à la terre à voler. بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسألك بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني بحبك يا لبنان يا وطني بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسألك بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني بحبك يا لبنان يا وطني عندك بدي ابقى ويغيبوا الغياب اتعذبوا اشقوا يا محلى العذاب عندك بدي ابقى ويغيبوا الغياب اتعذبوا اشقوا يا محلى العذاب واذا انت بتتركني يا اغلى الاحباب الدنيا بترجع كذبي وتاج الارض تراب واذا انت بتتركني يا اغلى الاحباب الدنيا بترجع كذبي وتاج الارض تراب بفقرك بحبك بعزك بحبك بفقرك بحبك بعزك بحبك انا قلبي عقيدي لا ينساني قلبك والسهرة عبابك اغلى من سني وبحبك يا لبنان يا وطني بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسألك بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني بحبك يا لبنان يا وطني سألوني شو صاير ببلد العين مزروعة عالداير نار وبوارير سألوني شو صاير ببلد العين مزروعة عالداير نار وبوارير قلتلن بلدنا عم يخلق جديد لبنان الكرامي والشام العنيد
بجنونك بحبك وكيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك وإذا نحن تفرقنا بيجمعنا حبك وحبي من ترابك بكنوز الدنيا وبحبك يا لبنان يا وطني بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني بتسأل شو بني